Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était récemment à Bouaké dans le Gbeke. Adama Kamara était face aux fonctionnaires, aux commerçants, aux transporteurs et aux artisans à qui il a présenté les avantages de la couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants. Les femmes élites de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires se dressent contre le cancer du col de l'utérus. L'association organise une séance de dépistage, de sensibilisation et de prévention de ce cancer qui est l'un des plus fréquents chez les femmes. C'était cette semaine ici à Cocody en présence d'Evelyne Yeboué. La coalition au pouvoir au Sénégal a revendiqué la victoire ce lundi dans la majorité des départements sénégalais après les élections législatives de dimanche. Un succès contesté par l'opposition qui parle de majorité préfabriquée. La pré-campagne avait été marquée par de violentes manifestations qui avaient fait au moins 3 morts. C'est à Bouaké qu'on ouvre ce journal. À Bouaké, dans la région de Gbeke. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale y était récemment. Il a pu rencontrer les fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants, les transporteurs, les artisans. Et à chacune de ces corporations, Adama Kamara a présenté les avantages de la couverture maladie universelle, de la retraite complémentaire et aussi du régime social des travailleurs indépendants. Reportage Corona Soro de RTI Bouaké. Promotion et vulgarisation des mécanismes de protection sociale dans le cadre de la ronde du social à Bouaké. La CEMU, couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants expliqués aux fonctionnaires et agents de l'État et acteurs du secteur informel. Pour la retraite complémentaire, le directeur général de la CEGRAE invite les fonctionnaires à s'approprier ce nouveau régime novateur. Nous comptons dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire sensibiliser les fonctionnaires pour qu'ils adhèrent massivement à ce produit, qui est un produit qui est fait pour eux, mais aussi par eux, puisque ce produit est le fruit d'un consensus général. Au marché de Gros de Bouaké et à la Chambre régionale des métiers, le ministre Adama Kamara a expliqué aux commerçants, transporteurs et artisans les avantages de ces 3 outils de protection sociale. Les responsables de ces structures s'engagent à être le relais du ministre auprès des acteurs. On donne l'occasion de sensibiliser nos commerçants à la couverture maladie universelle et à la cotisation de retraite CNPS. Et vous avez vu comment l'engouement qui a derrière ces 2 produits, et visiblement nos commerçants n'étaient pas sensibilisés. Face aux acteurs des secteurs formels et informels, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a réitéré le même message, celui d'une adhésion massive des Ivoiriens aux différents outils de protection sociale. De tous les bienfaits que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ait accompli au cours de sa présidence, c'est la couverture maladie universelle, qui est l'expression achevée du ruissellement, de la croissance constante que notre pays a connue. La ronde du social a déjà séjourné dans les localités de Vavois et San Pedro. Le milieu de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or est en voie d'être assaini. C'est l'objectif affiché du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui bénéficie de l'appui de quelques organisations non gouvernementales. Un atelier vient de se tenir à Cocody, ici à Abidjan, et il y était question de valider le document PRODOC. On en sait plus avec Espérance Diakale et Didier Nguessa. Le mercure est un élément naturel hautement toxique, tant pour la santé de l'homme que pour l'environnement. L'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or est la plus grande source de rejet de mercure dans le monde. Cet atelier vise à valider le programme en vue de réduire la propagation de cette substance. La validation de ce document de projet, couplé aux lettres de cofinancement, sont importantes provenant de toutes les parties prenantes sollicitées ou simplement intéressées, parce qu'elles permettront une approbation rapide par le FEM de ce programme afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'assainir son paysage environnemental fortement déprécié par les mauvaises pratiques enregistrées dans le secteur de l'EMAP. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, avait confié la réalisation de cette importante phase à l'ONG Impact de nationalité canadienne et l'ONG ivoirienne CAS,
Après 5 mois de travail intense et efficace, ces 2 agences d'exécution ont élaboré le projet de document PRODOC qui sera soumis au FEM en septembre 2022. La Côte d'Ivoire a ratifié en octobre 2019 la convention de Minamata qui exhorte les pays à réduire et à éliminer l'usage du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or. La Côte d'Ivoire, s'inscrivant dans cette dynamique, a ratifié la dite convention, laquelle ratification donc oblige notre pays, conformément donc à l'article 17 de la convention, à réduire et si possible à éliminer l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Environ 30% des 838 tonnes de ces émissions annuelles de mercure proviennent d'Afrique subsaharienne. Le reportage d'Espérance Djakale a été commenté pour vous par Didier Nguessan. On ouvre à présent la page santé de ce journal. Les premiers points de ce chapitre, l'actualité Covid. Le coronavirus a encore touché des personnes hier dimanche. Ce sont 57 nouvelles contaminations au total qui ont été enregistrées, ce qui, bien entendu, vient grossir le nombre de cas total de Covid dans le pays. Nombre qui se lève à ce jour à 85 363. Le virus en a tué également. Là encore, le chiffre est impressionnant. C'est 811 morts de Covid depuis le début de la pandémie. Un virus mortel qu'il faut éviter à tout prix. Le respect des gestes barrières et le vaccin anti-Covid sont fortement recommandés. Alors non au coronavirus, mais aussi non au cancer du col de l'utérus. C'est le cri lancé à l'unisson par les femmes élites de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur localisée au niveau de la muqueuse utérine. C'est l'un des cancers féminins les plus fréquents, mais qui ne passera pas par les femmes de la Direction maritime et portuaire. Ces femmes mettent tout en œuvre pour l'éviter. À l'exemple de cette séance de dépistage, de sensibilisation et de prévention du cancer qu'elles ont organisée récemment. Témoignage, Evelyne Yeboué, Didier Nguessan. Zéro cancer du col de l'utérus, c'est la vision des femmes élites des affaires maritimes et portuaires. Cette corporation, qui compte une 50aine de femmes lieutenants, sergents et adjudants, organise des séances de dépistage, de sensibilisation et de prévention du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous constatons que ce fléau est très élevé. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas sensibiliser nos sœurs, sensibiliser nos collègues. La municipalité de Yopougon soutient la campagne de dépistage. C'est une très bonne initiative parce que nos sœurs en souffrent aujourd'hui. Cette conférence va leur permettre de faire très souvent le dépistage pour ne pas être surprise par ce mal, ce fléau qui est en train de ronger les femmes dans le monde entier. Dans les actions de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, nous mettons le social au devant. Et donc, par ce fait, nous sommes prêts à les accompagner dans leurs activités. La Corporation des femmes élites des affaires maritimes et portuaires a pour mission de maintenir l'entente et la cohésion sociale entre les différentes promotions au sein de l'armée maritime. Le SYNAJUSTEF, c'est le syndicat national pour la justice et l'éthique des eaux et forêts. L'instance a été récemment portée sur les fonds baptismaux à Yamoussoukro à l'issue d'un congrès ordinaire. Grâce à cet instrument, les agents des eaux et forêts pourront prendre une part active à la promotion de l'éthique en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo a assisté de bout en bout à la naissance du SYNAJUSTEF. Des délégués venus de toute la Côte d'Ivoire. Ils sont issus du ministère des Eaux et Forêts, de celui de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que des autres secteurs de l'administration où ils exercent. Pour eux, l'heure d'un départ nouveau a sonné. La prise en compte de valeurs nouvelles et nobles pour faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme. En congrès à Yamoussoukro, ils viennent de se doter d'un instrument qui incarne cette nouvelle vision. Le syndicat national pour la justice et l'éthique des eaux et forêts, SYNAJUSTEF. Le docteur capitaine Koulibaly Ogban du cantonnement des eaux et forêts de Wangolo-Dougou en est le tout premier secrétaire général. Il a été élu par acclamation. Il est question de justice et d'éthique. La justice ramène au droit chemin et l'éthique
à la bonne moralité dans la gouvernance et la gestion des biens communs. Les eaux et forêts en ont besoin pour la conservation de la nature et la préservation d'un climat viable pour les générations présentes et futures. Élu pour un mandat de 3 ans, le docteur capitaine Koulibaly Ogban entend tout mettre en œuvre pour matérialiser cette volonté de repartir de plus belle, justice et éthique pour le changement. Le SYNAJUSTEF est donc né, il est bien sur les rails. L'infatigable Kader Sorodogo s'est donc tout de suite rendu, après donc la naissance du SYNAJUSTEF, il s'est rendu à une autre activité, toujours à Yamoussoukro bien sûr. C'est la 3e conférence internationale sur les plantes pesticides. Une conférence qui a réuni dans la capitale politique ivoirienne plus de 300 participants issus d'une vingtaine de pays. Et il a été recommandé la biopesticide pour une agriculture saine. Reportage. La 3e conférence internationale sur les plantes pesticides en terre ivoirienne, c'est fini. Côté mobilisation, la satisfaction est de mise. Ils étaient plus de 300 chercheurs qui ont effectué le déplacement de divers endroits du monde. En ce qui concerne les travaux, les chercheurs ont une recommandation forte. Baisser l'utilisation des pesticides chimiques pour accroître l'utilisation de la biopesticide, les plantes pesticides pour une agriculture en quantité et en qualité. Il se peut que, avant que vous n'achetiez le maïs ou la banane, que des produits ont touché ça. Et si ces produits ne sont pas éliminés, vous vous intoxiquez. C'est pour ça que, sans vouloir vraiment remettre en cause ce qui est déjà fait, ce que les pesticides chimiques nous ont apporté, nous voulons juste apporter aussi une contribution avec une autre alternative qui va aussi aider, qui va protéger d'abord le planteur ivoirien, qui va protéger le producteur ivoirien, qui va protéger le consommateur ivoirien, qui va aussi protéger notre environnement pour que nous puissions aussi valoriser ce qui est chez nous et qui peut nous aider comme alternative à certains produits dangereux. Les participants insistent sur cette nouvelle pratique qui, en définitive, paraît meilleure pour la santé de l'homme. Nous avons compris les difficultés pour la santé humaine avec les pesticides synthétiques. C'est nécessaire à trouver un autre chemin. Montrer vraiment à l'échelle internationale les biopesticides que la Côte d'Ivoire a pu mettre en place grâce à ces éminents chercheurs et voir l'utilisation de ces biopesticides par la communauté qui est vraiment très important pour améliorer leurs conditions de vie et réduire également la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cette 3e conférence internationale avait pour thème promouvoir les plantes pesticides pour une agriculture durable et un environnement sain. Elle a été organisée par l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, ainsi que la Société internationale pour les plantes pesticides. À la Direction générale des impôts, les agents qui se démarquent par leur travail sont toujours récompensés. La recherche de l'excellence y est un credo. Le 28 juillet dernier, par exemple, à l'occasion de la 20e édition du prix d'excellence de la DGI, Kwadio Aouros Konan a été désigné meilleur des meilleurs agents des impôts 2022. On retrouve le duo Espérance Diakale et Didier Nguessan. Au total, 23 agents ont été primés à l'occasion de la 20e édition du prix d'excellence 2021 de la Direction générale des impôts. Ces agents sont issus des services administratifs, techniques et de recouvrement, entre autres. Cette cérémonie qui récompense les meilleurs agents de cette régie financière est aussi une émulation pour le reste du personnel. Je ferai tout pour mériter ce prix avec la grâce de Dieu, mais aussi avec le soutien de mes agents, de mes supérieurs hiérarchiques. En tout cas, je ferai tout pour mériter ce prix et faire en sorte que je puisse impacter mon savoir-être, mon savoir-faire, mon savoir-faire faire à d'autres agents pour qu'ils soient aussi lauréats des lauréats. En raison de la pandémie, la cérémonie a été différée d'1 an. Je me réjouis que nous puissions aujourd'hui la tenir pour célébrer le mérite, célébrer l'excellence sous toutes ses formes. C'est de ça qu'a besoin la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain.
Le prix d'excellence de la DGI, institué depuis 2001, est le fruit d'une politique dynamique de gestion optimale de son personnel. Mes félicitations à la Direction générale des impôts pour toutes les dispositions qui ont été prises. Et concernant aussi la portée de la cérémonie, parce qu'on vient célébrer l'excellence, et c'est une Côte d'Ivoire que nous souhaitons excellente, forte, avec des agents brillants, compétents. Et c'est ce que nous venons récompenser ce soir et encourager également les autres à suivre les exemples. Le prix d'honneur de cette 20e édition est revenu au préfet de la région du Poro, André Ekponon Assoumou, pour son engagement jugé sans faille aux côtés de l'administration fiscale lors des tournées et caravanes de la Direction générale des impôts. C'est parti pour les activités du CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix, qui collabore désormais avec l'EGAP, un réseau d'enseignants-chercheurs des meilleures universités américaines. Grâce à ce partenariat, les enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire pourront bénéficier de subventions de recherche. Un reportage d'Evelyne Yeboué. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, Université jésuite, veut renforcer la recherche académique en Afrique de l'Ouest. 25 enseignants-chercheurs issus de 12 pays africains viennent de bénéficier d'une formation en méthode quantitative et expérimentale par un réseau d'enseignants-chercheurs des universités américaines, EGAP. C'est vraiment de créer un espace où on va accueillir les chercheurs africains. Très souvent, ce sont les autres qui viennent faire et soutenir les recherches en Afrique. Maintenant, nous voulons, et c'est l'objectif du CERAP, c'est de créer un espace, c'est de soutenir les chercheurs africains. Nous voulons former vraiment des compétences, des gens qui vont faire des études très rigoureuses, qui sont capables de dire « Ah oui, c'est ça qui produit tel effet et non pas ceci ». C'est vraiment ce que nous voulons. Pour les bénéficiaires, cette formation est une opportunité qui leur permettra de produire des études de qualité. En tant qu'enseignants-chercheurs, nous avons la capacité, premièrement, de bénéficier de la compétence de tous ces professeurs qui sont issus des universités de renommée mondiale. Et deuxièmement, d'avoir de nouveaux outils en méthode quantitative pour valoriser nos projets de recherche. Troisièmement, de travailler avec ces professeurs internationaux afin de pouvoir modéliser nos projets de recherche. Cet atelier de formation se déroulera chaque année au cours des 5 années à venir. Vous avez certainement reconnu la voix de Dangui Dangui. Il a commenté le reportage d'Evelyne Yeboué. On en vient maintenant à cet atelier de formation organisé cette semaine par l'agence ivoirienne de presse, l'AIP, à l'endroit de son personnel. Comment activer et entretenir sa motivation au travail? Et voilà le thème de ce renforcement de capacité qui avait pour objectif d'aider les agents à exploiter leur plein potentiel. Certains d'entre eux ont été récompensés pour leur apport à l'essor de l'agence. Khalil Diomondé, Godefroy Okambawa, reportage. Redynamiser constamment les compétences du personnel pour assurer la bonne marche des activités de l'entreprise. Une stratégie inscrite dans la politique managériale de l'agence ivoirienne de presse, AIP. En témoigne cet atelier de formation initié par la direction de cette structure. Durant 2 jours, les agents sont instruits autour du thème « Comment activer et entretenir sa propre motivation au travail ». Souvent, on pense que c'est seulement la rémunération qui est le facteur de motivation. C'est vrai, c'est un des facteurs. Mais il y a des choses immatérielles qui constituent le fondement même de la motivation. Ces motifs-là sont en l'individu et il faut aller les chercher pour que l'individu puisse donner le meilleur de lui-même. C'était vraiment important qu'on puisse faire comme dans le secteur privé. Dans l'administration, c'est rare qu'on pense à la motivation. On croit que la motivation, c'est donner de l'argent au personnel. Alors qu'il faut quand même développer un peu en eux ce qu'ils ont pour qu'on puisse comprendre que dans la vie, on peut se réaliser soi-même en sortant le meilleur de soi. Et comme la motivation est une flamme qui doit s'entretenir, journalistes, techniciens et machinistes reçoivent des téléphones et des ordinateurs portables pour l'amélioration des prestations de l'AIP. Ça fait toujours plaisir que les responsables reconnaissent la qualité du travail qu'on fournit et je pense que c'est aussi une source de motivation pour faire mieux à l'avenir. Reconnaissance envers l'AIP pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle a toujours fait. Ici, on a toujours été bien traité, qu'elle continue comme ça toujours. L'agence ivoirienne de presse existe depuis 1961. Elle compte aujourd'hui plus de 130 agents répartis dans 80 localités de la Côte d'Ivoire.
Allons-y maintenant à l'INSAC, le temple de l'art et de l'action culturelle. L'INSAC qui organisait récemment la 4e édition de ces journées scientifiques, un événement qui cette année a réuni experts et professionnels de l'art pour réfléchir sur l'employabilité dans le secteur de l'art. Thème retenu pour cette édition 2022, le tourisme et les industries culturelles et créatives. Le reportage de Serge Pacom Didi et Éric Gorebi. Le tourisme et les industries culturelles et créatives, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 4e édition des journées scientifiques de l'INSAC. Des activités marquées par des communications sur les thèmes, les industries culturelles, créatives en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. La musique de variété en Côte d'Ivoire, une création artistique à valeur touristique, enjeux patrimoniaux et perspectives de formation. Nous avons décidé de faire ce métier parce qu'on croit que c'est notre destinée. Dans la politique d'industrialisation, l'artiste doit pouvoir avoir toutes les compétences pour créer et bien créer. Et une fois la création faite, il faut donc développer cette création, il faut la valoriser, il faut donc la faire connaître et il faut savoir la vendre. Et c'est au prix de toute cette chaîne de valeur bien maîtrisée, bien valorisée, que l'artiste pourra vivre, n'est-ce pas, de son art. Enseignants, experts, étudiants réfléchissent sur la question de l'emploi et de l'employabilité dans le domaine de l'art et de la culture. La qualité de la formation, une formation professionnelle, la compétitivité des étudiants sortis de l'INSAC sur le marché de l'emploi, également évoquée au cours de ces journées. Madame la ministre soutient ces journées scientifiques, elle encourage ces journées scientifiques, elle attend que les résultats, les résolutions qui seront issues de ces journées puissent aider, contribuer à la vulgarisation de notre patrimoine culturel et permettre également aux acteurs d'être dans un dispositif où l'activité culturelle est toujours créatrice de richesses. Au terme des travaux, ces professionnels de l'art venus de divers pays ont démontré, à travers leurs expériences, que la culture est pourvoyeuse de richesses pour ces acteurs. Si vous avez besoin d'air frais, de verdure, de tranquillité pour déstresser, alors votre destination devra être le Parc national du Banco. C'est un conseil de connaisseurs, un conseil d'initiés. Dans la forêt du Banco, vous pourrez faire du sport, vous relaxer, faire de la randonnée pédestre ou en vélo. Justement, le ministère du Tourisme vient de réceptionner une douzaine de vélos tout-terrain pour adultes et enfants avec tous les équipements de randonnée qu'il faut. C'est un don de la République populaire de Chine. Patricia Omouetia. Vélos tout-terrain pour adultes et pour enfants, 15 casques et autres équipements de randonnée. C'est le don de la République de Chine au ministère du Tourisme. L'objectif est de renforcer l'attractivité du Parc national du Banco. Le gouvernement chinois accorde une grande importance à la protection de l'environnement, poursuit une voie de développement caractérisée par la priorité écologique. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Jean-Marie Atakwaku, a au nom du ministre Siandou Fofana réceptionné le don. Il a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien à la République populaire de Chine. Ce don octroyé par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire intervient dans le cadre du projet de révalorisation du Parc national du Banco que le ministère du Tourisme a initié depuis déjà décembre 2021. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et de l'Office ivoirien des parcs et réserves, ce don de plus de 4 millions de francs CFA vient renforcer la protection de l'environnement pour un tourisme durable. Pour rappel, le ministère du Tourisme a effectivement lancé le 22 décembre 2021 les activités de valorisation du Parc national du Banco, avec la mise en service de la boutique Souvenirs, au sein de laquelle sont disposés de nombreux articles et des produits souvenirs, l'ouverture du restaurant champêtre et la valorisation du musée. Un reportage signé Patricia Omouetia et Sylvestre Nguesson.
Les femmes du Bonkani se disent, elles, reconnaissantes des bienfaits du président de la République à leur endroit pour toutes les actions sociales dont elles ont bénéficié. Et pour cela, elles ont organisé cette semaine à Bouna une grande cérémonie d'hommage au chef de l'État. La correspondance d'Herman Niamia. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, en parfaite communion avec les femmes des 4 départements de la région de Bonkani. Dansant et chantant, les braves femmes des départements de Bouna, Nassien, Doropo et Teini ont manifesté bruyamment leur reconnaissance à leur marraine Nialé Kaba ainsi qu'au gouvernement pour les aides sociales dont elles bénéficient. Vous avez mis à disposition un fonds de microcrédit en faveur des femmes du Bonkani d'une valeur de 30 millions. Et cela a aidé plusieurs femmes qui ont réussi à démarrer et à renforcer leurs activités commerciales ou agricoles. Construction d'une ferme d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Bouna et les cadres de la région ont salué le leadership de la ministre Nialé Kaba qui permet à leur région de s'inscrire résolument sur la voie du développement. Merci à Madame le ministre Kaba Nialé pour toutes les initiatives qu'elle entreprend dans notre si belle région. Elle fait beaucoup pour l'autonomisation des femmes et c'est normal que nous, cadres, nous soyons à ses côtés pour soutenir ces genres d'initiatives-là. La ministre du Plan et du Développement s'est dit honorée de cette marque de reconnaissance des populations à l'égard du gouvernement avant de saluer la contribution des femmes dans le développement du Bonkani. Je voudrais également les féliciter pour les défilés, les féliciter pour avoir mis en valeur toutes les femmes dont l'activité anime notre région. On connaît le poids des femmes dans le commerce, dans la culture. Au cours de cette cérémonie, plusieurs présents ont été remis aux femmes venues par milliers. C'est donc les bras chargés des cadeaux, comprenant des pagnes, des ustensiles de cuisine et bien d'autres articles, qu'elles sont retournées dans leurs différents départements. L'actualité, c'est aussi cette activité du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Issa Coulibaly a entrepris cette semaine une visite des infrastructures en cours de réalisation à Korogo dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera ici en Côte d'Ivoire. Les travaux se poursuivent, mais seront-ils achevés dans les délais? La question a été posée à chaque étape de cette visite de terrain. Ami Sissoko, compte rendu. Le ministre-gouverneur du district autonome de Savanes, Issa Coulibaly, sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des infrastructures sportives de la CAN à Korogo. À ses côtés, le préfet de région du Poro et le maire de la commune. Première escale, le nouveau stade. Il prend forme avec la pose de la toiture. Les 20 000 sièges aussi sont en train d'être posés. Vous avez mélangé les chaises comme ça. Parce que plusieurs couleurs. Je pense qu'on aurait dû faire orange, blanc, vert. Comme le drapeau de Côte d'Ivoire. Des tribunes aux salles VIP et VIP, en passant par la cabine presse, les ouvriers s'attellent à la finition. Ici, c'est vraiment une salle dédiée à la presse. C'est pour ça qu'il y a plein de prises au sol là. La sécurité, l'électricité, la gestion des flux de supporters, rien n'échappe au ministre-gouverneur. Et le jour, il n'y a pas de courant. Je vais penser à ça. Non, ici, il ne peut pas manquer d'électricité. Il y a 2 lignes de CIE qui sont dédiées au stade. Vraiment 2 sources distinctes qui ne fonctionnent même pas de la même. Et en plus de ça, il y a 6 groupes. D'accord. Ça veut dire que même les groupes, il y a aussi un secours pour ça. Voilà. Okay. D'accord, ça marche. Taux d'exécution des travaux du stade, 80%. Délai de livraison, fin août 2022. Un mois, pas rassurant pour les autorités, vu l'ampleur des travaux. Un retard dû à un problème financier. Et vous avez dit août en principe. Ouais, fin août. C'est bon. Vous pensez que ça c'est possible? Il y aura certaines difficultés à finir ça à temps. La Côte d'Ivoire a versé l'argent des 2 décomptes à la Banque de Chine. Mais la Banque de Chine dit que le délai d'exécution des travaux a expiré. Donc, ils ne veulent pas payer. Et là-bas, c'est comme ça. Il a répondu que le paiement avait déjà été effectué, mais que dans les semaines à venir, ils allaient en prendre possession de l'argent qui leur a été versé. Mais dès que ça sera fait, ils vont s'arranger, s'atteler à amener du personnel, les travaux. Deuxième étape. Le village Cannes et l'hôtel 3 étoiles des officiels. C'est cette voie qui les relie au stade.
3 km 400 à bitumer. Ici aussi, les travaux accusent un retard. Ils sont exécutés à 50%. Concernant les expropriations, notamment des lots, on a eu des soucis avec ce dossier et avec l'ONF, on a travaillé dessus. Actuellement, je peux vous assurer que c'est de bonne voie. Sur le site des 32 villas du village Cannes et l'hôtel, quelques réaménagements après les observations de la CAF. Le taux d'avancement actuel, 73%. Donc c'est un hôtel qui comprend à la base 50 chambres, mais après il y a eu des modifications. Donc il fallait prévoir 2 suites. Donc dans cette modification, là, on est passé à 48 chambres. La visite se poursuit à l'aéroport de Korogo. De nouveaux bâtiments, l'agrandissement de la piste, sa sécurisation, des travaux en cours en vue d'accueillir des Airbus A320 et des avions cargo. L'évolution globale des travaux de l'aéroport 22% et pour cause, quelques problèmes avec les riverains. On tombe sous le coup de la responsabilité sociale et environnementale. Bon, là, il faut le faire un peu. On ne peut pas aller brusquement empêcher les riverains de prendre certaines voies pour accéder à leur village, c'est un peu compliqué, donc on s'y attelle. Pour le ministre-gouverneur, le report de la CAN en janvier 2024 ne saurait expliquer le non-respect du délai de livraison. Même si la CAN a été reportée en 2024, il faut que les différents acteurs, les différents opérateurs et tous ceux qui concourent à la réalisation de ces ouvrages tiennent les calendriers qui avaient été déjà prescrits. Que ce temps-là soit conservé pour la revue de ces ouvrages de manière à procéder aux différents ajustements. Ce sont plus de 50 milliards de francs CFA que le gouvernement injecte dans les infrastructures sportives de la CAN à Korogo. On va refermer ce journal avec cette information du Sénégal. La coalition au pouvoir dans ce pays a revendiqué la victoire aujourd'hui, lundi, dans la majorité des départements sénégalais après les élections législatives d'hier dimanche. Elle bénéficierait ainsi d'une courte majorité au Parlement, un succès contesté par l'opposition qui parle, elle, de majorité préfabriquée. Ces élections législatives ont valeur de test pour cette opposition qui souhaite freiner les ambitions du président Macky Sall. La pré-campagne avait été marquée par de violentes manifestations qui avaient fait au moins 3 morts en raison de l'invalidation par le Conseil constitutionnel des titulaires de la liste nationale de la coalition dirigée par Ousmane Sonko. Fin de ce journal. Je pars, mais je reviens demain chez vous à 13h.